Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo où on va parler techno, et cette fois-ci un petit peu mon avis, mon approche, ça reste que mon avis, que mon approche, chacun se fait son idée par rapport à son environnement, son expérience, etc. C'est toujours le même principe. L'idée aujourd'hui c'est d'aborder les technos sous un angle, comment on les choisit, comment s'orienter par rapport à sa carrière, comment orienter aussi ses choix par rapport à une infrastructure, et ça c'est quelque chose qui me semble important, sur différents angles, notamment l'angle, on va dire, humain. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont contacté par LinkedIn pour m'avouer, me dire leur ras-le-bol un petit peu, d'en avoir marre de suivre ce flot de technologie qui sort au quotidien. Et du coup, il faut trouver un moyen pour trouver l'équilibre entre suivre ce train sans pour autant s'exploser. D'où le titre « S'éclater ou s'exploser ». C'est un petit peu l'idée derrière tout ça, à la fois d'un point de vue personnel, d'un point de vue infrastructure et de la société dans laquelle vous travaillez également. Alors, commençons tranquillement. Donc, première chose, déjà, les notes positives, on va dire, l'open source c'est cool, le libre c'est cool, et bien sûr que c'est cool, parce que derrière ça en découle plein de choses. Ça permet l'innovation, voilà, oui, bien sûr, l'open source ça permet d'avoir du code qui est ouvert, qui va permettre d'enrichir un petit peu la connaissance des uns et des autres, et des fois faire des choix d'orientation différentes à partir d'une même source. Donc ça c'est quelque chose qui est cool, ça c'est un exemple parmi tant d'autres possibilités, donc ça c'est assez sympathique. Ça permet en plus également la transparence, et ça oui, de nos jours c'est quelque chose qui est très important, mais je dirais la transparence en partie. Ça permet la transparence d'un point de vue technologique. Par contre d'un point de vue stratégique, je dirais que certaines technologies qui sont open source ne sont pas si open source dans l'âme que ça, d'un point de vue stratégique. Voilà, on pourrait citer des Kubernetes ou d'autres, peut-être que je leur parlerai une autre fois, mais à savoir que certaines technologies qui ont été lâchées comme ça dans la communauté un petit peu open source, ou qu'on aide à pousser, derrière, stratégiquement, il y a des intérêts économiques forts et puissants, et on peut des fois se demander si ces choix ne sont pas derrière un petit peu camouflés par rapport à l'esprit même de la technologie open source. Mais ça c'est un autre débat. Ensuite, ça permet également la révélation de communautés, et ça c'est vraiment cool. Alors j'aurais pu mettre communauté avec un S et puis ne pas faire de typo, mais l'idée derrière c'est quoi? C'est que tout simplement autour de chacun de ces projets open source se créent souvent des communautés plus ou moins importantes. Des fois ces communautés s'entrecroisent et ça permet de créer, on va dire, un pseudo-lien social, ou un lien social carrément, avec des gens, avec des échanges, des échanges en présence physique, des échanges par call, etc. Donc ça crée vraiment du dynamisme, et des groupes de communautés comme ça qui vont venir échanger, permettre d'avancer sur des sujets et sur des problématiques, tout en pouvant les croiser ensuite entre communautés. Ça c'est cool également. Ça permet également d'éviter l'isolement complet. On parle de communauté, ce qui se passe dans notre domaine, il ne faut pas se le cacher, il y a des gens, une catégorie de personnes, qui a tendance, on va dire, à rester le nez dans l'écran, et ça c'est bon, voilà, c'est chacun ses choix, chacun aussi ce qu'il aime, mais l'avantage également c'est que les gens qui ont cette tendance, finalement grâce à cet esprit communautaire, ils vont pouvoir sortir un petit peu de l'isolement plutôt que de rester complètement fermés, vont pouvoir se trouver, voilà, des amis, discuter entre eux, etc. Ça va permettre des échanges, et ça finalement c'est tout le bien qu'on souhaite pour un être humain, c'est-à-dire socialement, échanger, etc. Et donc ça, c'est cool également. Alors, les technologies, ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport aux technologies? Alors, attention, bien sûr, première chose, c'est que les technologies, elles font vivre des entreprises. Parfois, on peut s'apercevoir que certaines personnes, un peu jeunes dans l'approche des technologies, veulent tout de suite pousser des technos dans une entreprise. Alors, suivant les tailles, bien sûr, les choses se font plus ou moins facilement, donc ça peut être mort-né, qu'on va dire, tué directement dans l'œuf, mais ce qu'il faut toujours se rendre compte, c'est que derrière, il y a des gens qui vivent. C'est pas forcément les gens qui vont développer, c'est pas forcément les gens qui vont être dans l'équipe de l'IT au sens large. Ça peut être d'autres personnes, ça peut être des magasiniers ou autres, etc. Et donc ces gens-là vivent également
sur le dos, sur ces technologies, et du coup, il faut penser à ces choses-là quand les choix sont faits. On ne fait pas ces choix-là juste pour soi ou juste pour se faire plaisir. Il y a des enjeux qui sont quand même cruciaux et importants. Parfois, on peut se demander, en tout cas ça vaut le coup de toujours ramener toujours avoir cet élément-là à l'esprit. Ça me semble très important. Donc du coup, les infrastructures, elles doivent être pérennes. Ça, c'est quelque chose qui est important, c'est-à-dire on ne vise pas quelque chose à court terme, on vise quelque chose sur le long terme. C'est une évidence, mais ça vaut le coup de le rappeler quand même. L'ensemble, bien sûr, doit être sécurisé. Bon, on en parle suffisamment. Il y a suffisamment de boîtes qui, d'ailleurs, secouent un petit peu et font de la mousse autour de tout ça, parfois en excès. Mais en tout cas, c'est toujours bien de le rappeler, à de nombreux niveaux, d'ailleurs. Il n'y a pas que l'informatique, hein, il y a la sécurité aussi physique des locaux, etc. Donc tout ça est très important. Et du coup, bien sûr, quand on est dans un monde professionnel, c'est quelque chose qui est aussi important, variable bien sûr entre les différentes sociétés. La maintenance joue un rôle capital, ça c'est clair. Pourquoi ? Parce que le but c'est d'avoir quelque chose de simple et d'efficace. C'est facile à dire, c'est pas forcément facile à faire, mais du coup, voilà, quand on est dans un monde d'entreprise, si on a quelque chose qui est ultra complexe, ça nécessite beaucoup plus de temps, beaucoup plus de ressources, et derrière, du coup, des choix découle cette capacité à maintenir les choses ou pas. Donc les choix des technos, ils sont cruciaux pour une société, et ils sont bien sûr adaptés en fonction de la ressource, que ce soit des ressources financières ou des ressources humaines, ou même au-delà de ça, au niveau des ressources humaines, les compétences. C'est pas forcément être X personnes dans une équipe, c'est être X personnes dans une équipe, mais avec différents niveaux, et donc il faut s'adapter en fonction de ça. Alors, les maîtres mots, on va dire que c'est la patience et la simplicité, même si c'est pas forcément toujours adapté à nos caractères ou adapté au flow quotidien de l'évolution de ces technologies. C'est vrai que c'est assez asynchrone ces deux choses, mais il faut tenter toujours de faire preuve de patience et de rechercher la simplicité au quotidien. C'est facile à dire, c'est pas forcément facile à faire, c'est pas toujours là non plus où on s'éclate le plus, mais c'est quelque chose qui est important. Pourquoi ? Parce qu'on fait de la production, et c'est la différence entre la production et le développement, principalement. Une production, je dirais que par défaut, elle se complexifie d'elle-même, du fait que ce soit intrinsèquement une production, en tant soit-elle, elle va être complexe. C'est-à-dire qu'elle peut être complexe à cause d'une charge donnée, à cause de risques de sécurité, elle peut être complexe également par rapport au type de service que vous avez dessus. Donc du coup, ça peut être très important. Si vous avez des paiements qui vont être réalisés, ce genre de choses, vous n'allez pas forcément faire exactement les mêmes choses en développement qu'en production. Donc forcément, la complexité de la production, elle vient d'elle-même, et donc ne pas en rajouter au-dessus, c'est souvent ce qu'il faut rechercher. Ne pas chercher à être le premier sur le coup, ça c'est quelque chose qui me semble depuis pas mal d'années, donc maintenant ça fait plus de 10 ans que je bosse dans l'IT, et même avant, je m'aperçois, et même dans le quotidien, on peut dire, voilà, celui qui va acheter le dernier iPhone le payera tout de suite beaucoup plus cher que s'il attend un petit peu. Bien sûr, le risque c'est que ce soit dépassé au bout d'un moment. Donc c'est un équilibre à trouver, et ça c'est quelque chose qui est important. Ne pas chercher à être le premier, soit sur les mises à jour, même les mises à jour de sécurité, il faut les faire, mais il faut pas forcément être le tout premier à le faire, parce que très souvent il y a des correctifs, il y a des choses qui n'ont pas été anticipées, et même sur des grosses communautés, il arrive que des fois il y ait des problèmes. Sur le noyau Linux, c'est déjà arrivé par exemple, ou autre, et pourtant ce ne sont pas des communautés mineures. Il faut pas être le premier non plus à utiliser une techno, c'est-à-dire que si vous avez un petit groupe, une petite communauté qui développe quelque chose comme ça, de tranquille, et qui ne vise pas forcément quelque chose à forte portée, il faut savoir le distinguer et ne pas forcément utiliser ces technos-là, les laisser mûrir, voir si vraiment ça a un avenir et passer dessus. Faire le choix des technologies
qui ont fait leurs preuves. Ça rejoint ce qu'on vient de dire exactement. Pourquoi ? Parce que c'est très important, c'est-à-dire que ça apporte un côté stable, mais en même temps ça apporte aussi une communauté qui va être plus importante. Et avec cette communauté plus importante, on va retrouver de la documentation, on va retrouver beaucoup plus de réponses à des questions, des blog posts. On va aussi pouvoir, c'est bête, mais recruter plus facilement des gens qui potentiellement ont des connaissances sur ces sujets-là. Et du coup, ça a un intérêt assez important. Et du coup, il faut aussi penser soi-même à filtrer sa veille en fonction de ces différents paramètres et de tenter de discerner en fait ce que j'appelle les technologies consommables et les technologies durables. Par exemple, il y a à l'heure actuelle, moi je considère un petit peu comme un outil comme on va dire Pulumi ou autre, comme un petit peu du consommable, tant que je ne vois pas suffisamment de sociétés passer dedans, ou en tout cas les profils de sociétés qui sont dedans sont vraiment des avant-gardistes. Je considère que c'est pas forcément encore le meilleur moment pour aller dedans. Par contre, des outils comme Ansible, etc. ont déjà fait leurs preuves et du coup, on va plutôt aller dedans. Alors, que dire d'autre encore ? Juger de la maintenabilité vis-à-vis de vos ressources. Alors ça, on a un petit peu parlé de la question. Donc, prendre en compte les ressources humaines que vous avez, donc le nombre de personnes, on va dire. Le côté financier également est important, c'est-à-dire est-ce que vous avez beaucoup d'argent à investir dedans, est-ce que vous pouvez vous le permettre, est-ce que quelle est la proportion de l'IT ou de ce que vous êtes en train de faire par rapport au chiffre d'affaires de la société, aux revenus de la société, et qu'est-ce que ça peut apporter sur le long terme d'un point de vue retour opérationnel sur investissement. Également les compétences, ça veut dire que est-ce que ça nécessite cette technologie que tout le monde monte en compétences, que très peu de personnes montent en compétences ? Est-ce que c'est suffisant d'avoir une seule personne en tête sur cette techno-là ? Est-ce qu'il faut plusieurs personnes ? Ça, c'est des questions qu'il faut avoir en tête au moment où on pense les choses. Juger de la maintenabilité vis-à-vis de la communauté en question, ça, c'est se rendre sur les dépôts Git ou GitLab, ou peu importe, essayer de dénombrer ou d'avoir une vision sur le nombre de commits réalisés. Est-ce que ça vit encore le projet ? Est-ce qu'il ne vit plus ? Quand est-ce qu'a été le dernier commit ? Ça aussi c'est un élément important. Combien il y a de personnes référentes sur le projet ? Ça on le voit facilement par exemple sur GitHub. Vous allez avoir le nombre de membres, idem sur GitLab. Ça c'est des choses qui sont très très importantes. Et bien sûr à côté, faire une petite recherche. La documentation déjà elle doit exister. Elle doit être lisible, quoi, on va dire, et on doit voir quelque chose de structuré, pas quelque chose qui part un petit peu dans tous les sens, sinon ça peut laisser augurer quelque chose qui n'est pas encore mûr. Les articles de blog, est-ce que vous en voyez ? Est-ce que vous voyez des personnes référentes sur, on va dire, ce type de technologie, en parler ou pas. Donc ça aussi c'est quelque chose d'important. Et trouver des réponses. Est-ce que vous arrivez à trouver des réponses facilement sur le sujet ? Donc ça c'est quelque chose qui est très important. Et ne pas oublier qu'en voulant régler un problème, on peut faire le choix d'une technologie pour régler des problèmes, mais on peut en générer d'autres. Par exemple, je sais pas, sur du monitoring, on peut se dire tiens ok, je supprime cette stack là pour passer à une autre stack. Ok, ça m'apporte quelque chose sur quelque chose donné, mais peut-être que ça nécessite d'autres technologies à côté et que je les ai pas encore identifiées, mais qui vont forcément venir avec. Et ça, c'est quelque chose qui est très très important. Est-ce qu'on le fait pour se faire plaisir ou par utilité ? Ça, c'est une question qui me paraît indéniable. Des fois, quand je vois les gens, effectivement, on est tous les premiers à vouloir s'éclater et prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Comme je le disais au tout début, attention, on fait vivre d'autres personnes sur ce que l'on fait. Des fois, on est un peu des spofs à nous-mêmes pour les entreprises. Donc, il faut faire très attention à ça et veiller à vraiment faire des choix stratégiques pour l'entreprise et pas juste des choix par intérêt un peu personnel. Alors ensuite, du coup, en découle un deuxième élément, c'est la veille personnelle qu'on va réaliser, et ça, elle est très importante. Comme je vous le disais au tout début, il y a pas mal de personnes il y a quelques personnes avec qui j'ai eu des contacts, et qui m'ont avoué avoir fait soit un burn-out, ou
se sentir vraiment au bout du rouleau, un peu à suivre cet élan de techno. Et pas des personnes qui ont un petit background, soit technologique ou dans le temps, c'est-à-dire des personnes qui sont matures professionnellement, etc. et qui trouvent que les choses se sont tellement accélérées que finalement on en perd un peu ses repères. Et ça, c'est quelque chose qui est délicat à gérer, et également délicat à gérer bien sûr pour les entreprises. Donc il faut se poser des limites, il faut, moi je dirais, identifier les standards, les leaders et leurs concurrents. Donc c'est-à-dire pour chaque brique technologique, déjà il y a énormément de types de techno. Déjà, identifier les différents types de techno, donc il y a le monitoring, la centralisation de logs, peut-être de la sécurité, de l'automatisation de l'infra as code, de la conteneurisation, du proxy. Eh bien, ne pas chercher à couvrir tout partout déjà, et dans chacun de ces types, identifier les standards et éventuellement leurs concurrents, les leaders, pour pouvoir déjà limiter le spectre des choses à suivre. Ensuite, si vous voyez des gens foncer sur des technos annexes, laissez les gens courir, et quand vous en entendrez parler suffisamment, vous pourrez vous dire bah ok, là ça vaut le coup d'y aller, mais c'est pas la peine. Moi ça m'arrive par exemple à tel point que des fois je suis certaines personnes, je les follow d'une manière ou d'une autre sur un réseau social ou un autre, sur un blog. Au début, souvent, ça part bien, et puis des fois, après, ils découvrent un sujet et ils veulent toucher à plein de petites technos parce qu'ils se font plaisir avec ça. Ce que je trouve très bien, et ce que moi, par exemple, au niveau de la chaîne, je peux très bien reproduire également. J'espère que ce n'est pas le cas, j'essaye d'être de cloisonner un petit peu les choses, mais en tout cas, c'est possible également. Et bien quand c'est comme ça m'arrive d'aller jusqu'à un point où je unfollow les gens, où je ne les suis plus, où j'essaye de ne plus voir leurs messages parce que je ne veux pas me polluer avec tout ça, parce que mon approche n'est pas du tout la même. C'est-à-dire que je ne cherche pas à aller sur les petites technos qui sortent, qui sont, alors on va dire kikou entre guillemets, mais j'essaye de vraiment rester sur les technos qui sont du moment, qui ont été reconnus et dont je sais que je vais les retrouver un peu dans la plupart des boîtes, ou en tout cas dans de nombreuses boîtes, et pas juste dans une boîte comme ça. Voilà, ça c'est quelque chose qui me paraît très important. Donc laissez mûrir les technos, ne foncez pas dedans tout de suite. Je trouve que c'est quelque chose qui est important. Ça n'empêche pas de garder un petit coup d'œil dessus, mais voilà, c'est à vous de juger en fonction du moment aussi. Voilà, on a besoin par moment de se trouver des petites soupapes. Ça peut être sympa aussi de se dire tiens voilà, je teste tel truc et je me fais plaisir, et voilà. Donc voilà, laissez mûrir avant de se jeter dedans. Je trouve que c'est à vous de trouver vos curseurs, mais en tout cas moi je trouve que c'est quelque chose qu'il faut imaginer et qu'il faut essayer de fixer en termes de périmètre. Comme je vous disais, donc identifier les différents standards de chacun des types, le monitoring, logging, l'infra as code, sécurité, et faites-vous une espèce de roadmap pour ne pas trop vous écarter des sujets, ou sinon réviser votre roadmap en fonction de ça. Comprendre une techno plutôt que l'apprendre. Alors souvent ça fait sourire les gens quand je dis ça. Moi personnellement, voilà, je n'ai pas de mémoire, j'ai pas une grosse mémoire. Par contre, ce que je m'attache de faire pour chacune des technos, c'est d'en comprendre sa logique, d'en comprendre les briques essentielles et les briques logiques, c'est-à-dire comment ça fonctionne d'un point de vue concept. Ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Après, connaître la ligne de commande, hormis sur des commandes répétitives de base, etc., c'est plus trop mon problème, parce qu'en fait on trouve tout sur le web, et ces éléments-là, en fait, je les mets souvent dans une prise de notes, et quoi qu'il arrive, si je les utilise souvent, je les retiendrai. Si je les utilise très peu, j'essaye pas de les retenir. Ce qui, du coup, vous voyez, par exemple, quand on passe des certifications, c'est un peu l'opposé. Quand on passe des certifications, parfois on va être tenté de faire du bachotage, d'apprendre strictement les choses. Et du coup, il ne faut pas oublier que l'étape avant, je trouve, c'est d'abord de bien comprendre les choses. Si on prend par exemple sur Kubernetes, plutôt que d'essayer d'apprendre les commandes kubectl, etc., pour ne pas avoir les rechercher lors de la certification, bien déjà savoir les retrouver par la ligne de commande, et avant même tout ça, bien comprendre la couche logique de Kubernetes, quel est son fonctionnement interne, qu'est-ce que représente le TCD, l'API serveur, qu'est-ce que représentent les kubelets, etc., les uns par rapport aux autres, comment se déroulent les choses, et après passer dans les éléments, les niveaux suivants.
Ça me semble être un ordre assez logique, que beaucoup de gens bien sûr font, mais voilà, il faut le rappeler. Alors l'exemple de Kubernetes, voilà, c'était un très bon exemple de techno où on peut se griller et se brûler dessus. Déjà pour les sociétés, beaucoup de sociétés le choisissent, parfois à tort, parce qu'elles n'ont pas besoin de scaling, elles n'ont pas besoin d'avoir du zéro downtime, elles n'ont pas besoin de conteneurisation peut-être, elles n'ont pas besoin elles n'ont pas encore éventuellement passé à Docker, à la conteneurisation, elles ne sont pas encore passées à des déploiements automatisés, etc. Il y a des choses, il y a un ordre un peu logique des choses. D'ailleurs ça sera peut-être l'objet d'une vidéo, mais ça sert à rien d'y aller parce que les autres y sont, et parfois les choix de certaines personnes se font sur ces bases là, et je trouve que c'est vraiment malsain pour le coup que de faire ces choix parce que d'autres le font ou parce que d'autres disent que c'est bien. Il faut se faire une idée par rapport à sa propre situation, une grille, avantages, inconvénients, et quand on en est à ce niveau-là, il faut vraiment détailler les choses. C'est pas un choix anodin que de passer à Kubernetes pour le pratiquer au quotidien. Kubernetes, après, ça devient vraiment l'outil central du quotidien. On change vraiment la manière d'aborder les choses, on change l'outil du quotidien, et ça peut jouer beaucoup. Donc c'est pas un choix anodin. Ce choix-là, par exemple, de Kubernetes, va entraîner très souvent d'autres choix. C'est-à-dire que là, on prend une pelote de laine et on la déroule. Ça, c'est inévitable sur un type d'outil comme Kubernetes qui touche l'infra en profondeur, l'approche, l'organisation de travail. Donc ça, c'est pas un choix anodin. Derrière, ça va entraîner d'autres choix techniques qui vont entraîner des objectifs ou des projets de migration. Si on pense par exemple monitoring, monitoring dans Kubernetes, il y a un peu une référence avec Prometheus. Si c'est pas l'outil que vous avez au quotidien, il faut voir si simplement vous pouvez rester avec votre outil et le coupler à Prometheus, en tout cas en gardant une logique simple, ou est-ce que ça va vous obliger à tourner complètement la page. Et ça, c'est un choix qui se fait, mais il faut vraiment peser l'ensemble des choses. Idem en matière de stockage, par exemple, dans Kubernetes. Certaines personnes vont se dire, ok, c'est facile, il suffit de créer des PV et PVC, on se connecte à un FS ou autre, ça paraît très simple. Dans les faits, si vous avez besoin de performance, si vous avez besoin vous allez peut-être avoir besoin de matériel, vous allez peut-être avoir besoin d'installer d'autres stacks à côté. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'il faut avoir en tête. Kubernetes également, c'est la jungle des technos. C'est assez démentiel, je sais pas, il doit en sortir une centaine par jour. Pourquoi ? Parce que l'API, Kubernetes dispose d'une API, donc déjà c'est très facile de taper dessus, c'est du Go, donc c'est facile aussi à comprendre comment ça fonctionne derrière, éventuellement de se poser dans du code. Les gens aiment développer des choses autour de Kubernetes, donc du coup il y a vraiment une multitude de technos qui sortent. Et donc Kubernetes, moi c'est typiquement le sujet, en tout cas c'est celui où je fais le plus attention, où je me borne le plus les choses pour ne pas s'éparpiller dessus. C'est-à-dire que je vais m'intéresser à quelque chose à partir du moment où pas mal de gens ont adopté les choses. C'est valable pour le monitoring, c'est valable pour les EFK, pour la centralisation de logs, c'est valable jusqu'au dashboard. Voilà, il y a des standards. Effectivement, il y a des choses qui peuvent être sympas, rigolotes, intéressantes à côté, mais il y a aussi beaucoup de, entre guillemets, de déchets, c'est-à-dire de choses où les gens soit vont pas donner suite à leur projet. J'ai vu des belles choses qui étaient intéressantes quand j'ai fait des recherches sur, par exemple, la possibilité d'instancier des jobs dans le cube, etc., en dehors du cron job standard. J'ai vu des choses hyper intéressantes, mais pour autant les projets on les sent pas avancer beaucoup, ou des choses ont carrément été mis de côté, et les boîtes qui ont fait ces choix et qui se retrouvent derrière du jour au lendemain sans rien, là c'est un peu le désert, et ça c'est très difficile ensuite à suivre. Ça oblige de remigrer très souvent vers d'autres solutions, donc pas évident du tout de faire ces choix. Et là encore dans Kubernetes, il y a aussi des personnes qui ont pignon sur rue, mais il y a aussi les personnes à côté qui vont
prendre beaucoup de plaisir à partager dessus, ce qui est cool, mais derrière, attention, est-ce que vous, tout ce que ces gens-là vont présenter, ça vous paraît vraiment super intéressant? Et des fois, vous allez voir qu'au niveau de Kubernetes, il y a des tout petits tools qui sont vraiment purement pour moi du consommable, c'est-à-dire typiquement le genre de choses que jamais je n'utiliserai en production. C'est aussi valable pour certains IDE au niveau de Kubernetes, il y en a plein qui existent, il y a des références qui, eux, je sais, je peux les utiliser en production, mais il y a des choses qui sont à côté, qui sont anodines, très peu utilisées, qui peuvent être rigolotes, mais malgré tout, voilà, pour moi, ça fait pas office de référence. D'autant plus que derrière, il y a aussi des risques de sécurité. C'est-à-dire que sur un IDE, par exemple, on peut très bien imaginer une connexion ou quelqu'un qui va mettre une porte dérobée dans un cluster Kube ou autre. Bah oui, bien sûr, il va utiliser votre certificat, et si vous savez pas trop ce qu'il y a derrière, ça peut partir très rapidement en vrille. Idem sur tout ce qui est plugin en matière de cost, etc. au niveau de Kube. Faut être très très rigoureux et faire très attention, notamment d'un point de vue sécurité, mais pas seulement. Voilà, discerner au niveau de Kube les standards, c'est aussi quelque chose qui est essentiel. Le monitoring, les logs, donc les tools, tout le tooling standard, essayez de bien identifier les choses pour ne pas vous retrouver éparpillé dans tout ça. Voilà, donc c'était aujourd'hui un peu brosser un petit peu l'approche par rapport aux techno que j'ai, l'avis que je me fais un petit peu par rapport à tout ça, en tout cas qu'est-ce que j'ai en tête quand je fais des choix, que ce soit en matière de veille ou des choix quand je vois des technos et que je me dis tiens ça peut être intéressant pour la société dans laquelle je travaille. Voilà un petit peu tout ce que j'essaye d'avoir en tête, à la fois pour me conserver à un état, on va dire, stable, et pour avoir une stratégie qui va être gagnante, éventuellement reproductive dans d'autres sociétés, et éventuellement surtout être porteuse pour moi dans les sociétés dans lesquelles je vais aller, parce que si je m'éparpille sur des technos très rares, très souvent ça n'a pas forcément d'intérêt. En tout cas les petites technos n'ont pas forcément d'intérêt, alors que les gros standards, très facilement vous allez pouvoir les retrouver, et au contraire vaut mieux passer du temps pour les approfondir, pour essayer de rechercher une expertise dans ce domaine là, plutôt que d'essayer de partir un petit peu sur tout ce qui existe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, elle était un petit peu longue, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et moi je vous dis à très bientôt sur Xacti.